Bonjour, cette vidéo présente la notion de maintien en position. Une fois la mise en position effectuée, il faut donc garantir ce maintien en position. Ce maintien en position qu'on appelle souvent MAP a pour objectif d'éviter le démontage spontané, donc des liaisons complètes que l'on aura effectuées. Tout d'abord, nous allons voir des solutions de maintien en position avec des liaisons démontables, solution que l'on privilégiera généralement dans l'ensemble de nos sujets de PTSI, mais aussi dans la plupart des systèmes où on va vouloir garantir une certaine maintenance des pièces. La principale solution utilisée sera par élément fileté. Élément fileté, ce sera donc deux éléments qui vont s'accoupler, où chacun aura une hélice mâle, une hélice femelle. Ces hélices auront des dimensions normalisées. On appellera généralement sur la vis le diamètre nominal, le diamètre extérieur de notre hélice, donc on peut voir ici. On pourra voir ensuite un diamètre primitif, le diamètre des deux, ou le diamètre de creux ici. La distance entre deux sommets de l'hélice est ce qu'on appelle le pas de notre vis. Ce pas se traduit cinématiquement lorsque l'on fait un tour de la vis, elle va avancer d'une fois le pas. Donc sur l'écrou, donc sur la pièce femelle, nous aurons l'hélice donc femelle qui permettra d'accueillir notre hélice mâle de la vis. Voici maintenant quelques exemples de maintien en position par élément fileté, avec tout d'abord l'assemblage de deux pièces avec une vis dans un trou taraudé. Donc cette vis qui est une vis CHC, c'est-à-dire à tête cylindrique hexagonale creuse, donc on voit ici l'empreinte hexagonale dans la tête de vis, passe à travers la première pièce pour venir la serrer sur la seconde pièce en vissant dans la seconde pièce. Au préalable, cette pièce a été donc percée, on voit ici le diamètre de perçage, puis taraudée, on voit ici le trou avec le trait du taraudage. On peut remarquer que la longueur d'implantation de la vis, c'est-à-dire la longueur qui visse dans la pièce, donc de ce point-ci à ce point-là, donc cette longueur d'implantation est ici. On prend généralement une longueur d'implantation au moins égale à une fois le diamètre dans l'acier, voire une fois et demie et plus dans des métaux plus malléables. Il faut bien faire attention de garder une réserve de perçage. Donc on voit ici le perçage donc à un diamètre plus petit que le diamètre nominal de la vis. Donc généralement on perce au diamètre nominal moins le pas de la vis. On garde une réserve de perçage, donc à peu près une demi-fois le diamètre, pour garantir la bonne fabrication du taraudage ici. Ensuite, on garde une réserve de taraudage entre donc l'extrémité de la vis et la fin du taraudage, généralement 3/4 de fois le diamètre de la vis, pour garantir que la vis ne va pas venir buter au fond du taraudage, mais bien serrer sur la pièce à serrer. Et dernière chose, on fait bien attention de garder un trou de passage dans la première pièce avec un diamètre plus important que le diamètre de la vis, puisque la vis va passer à travers la première et non pas visser dans la première pièce, pour ensuite visser dans la seconde. En effet, il est impossible de garantir d'avoir deux taraudages qui se suivent de manière parfaite pour pouvoir visser dans les deux pièces, l'une après l'autre. L'avantage de ces vis CHC, ce vis donc avec une clé 6 pans à l'intérieur de la tête de vis, c'est de pouvoir noyer la tête de vis dans un lamage. On voit maintenant un exemple d'assemblage de deux pièces, donc la pièce 2 et la pièce 3, assemblées à l'aide de boulons, donc une vis plus un écrou. Et donc là on remarque que les pièces 2 et 3 ont été percées avec des trous de passage qui permettent de laisser passer librement la vis, qui viendra donc s'accoupler uniquement avec le boulon.
Donc on vient serrer les deux pièces entre la tête de vis et l'écrou. On peut voir ici ce que l'on appelle une vis de pression. Donc ces deux pièces ont été assemblées avec une surface prépondérante qui est cylindrique. Ici, ce cylindre-là, on voit qu'il a été donc usiné pour réaliser un mets-plat ici, donc une petite surface plane sur laquelle la vis va venir s'appuyer. Donc la vis est vissée dans la pièce avec l'alésage, donc dans un taraudage ici, et vient donc appuyer sur la vis pour faire pression et donc augmenter le frottement entre les deux cylindres et réaliser le maintien en position des deux pièces l'une avec l'autre. On voit ici un assemblage avec ce que l'on appelle un goujon, donc ici une tige filetée qui est vissée dans la première vis. Le goujon est ensuite passe à travers la seconde pièce et donc l'écrou ici vient maintenir la seconde pièce sur la première avec un appui-flanc ici. Ici on a une goupille qui doit servir de pion de centrage pour bloquer les degrés de liberté laissés par l'appui-flanc. Lorsqu'on utilise des éléments filetés, il faut les dimensionner, c'est-à-dire choisir le diamètre des vis que l'on veut utiliser. Il faut tout d'abord savoir que les vis sont susceptibles de travailler favorablement en traction et en torsion, à la limite en flexion, mais il faut éviter, et surtout pas en cisaillement. Une autre solution de maintien en position démontable est par adhérence. Donc on voit ici que l'on a utilisé un contact cylindrique prépondérant. Donc ici on a une pièce cylindrique qui vient s'accoupler avec un alésage de même diamètre et on est venu ici scier la pièce afin de permettre la déformation de cette pièce et donc à l'aide de cette vis qui passe à travers le premier perçage et vient visser dans le taraudage ici, on vient serrer l'alésage sur l'arbre pour augmenter l'adhérence et donc bloquer les degrés de liberté restants, donc de rotation et de translation. Ici on utilise un assemblage conique et donc suivant l'angle du cône, quand on vient exercer un effort ici normal assez important, on augmente l'adhérence ici, puis on vient coincer la pièce dans l'autre pièce. Donc il faut étudier pour cela l'angle du cône en fonction du coefficient de frottement entre les matériaux. Une autre solution est d'utiliser des goupilles. Le principe d'une goupille va servir d'une part au positionnement en bloquant 2 degrés de liberté, la translation et la rotation qui restent entre les deux assemblages, les deux pièces cylindriques. Elle pourra aussi être utilisée pour transmettre un couple, donc un moment d'action mécanique. On utilise donc une tige pour bloquer la rotation et la translation. On voit ici donc des assemblages avec des goupilles. Donc ici, une goupille qui est montée radialement. Donc on a percé l'arbre et l'alésage et donc on est venu mettre une pièce cylindrique radialement. On voit ici des assemblages un peu moins conventionnels où le perçage ne s'est pas fait dans le plan de symétrie. Ça peut être utilisé pour des raisons de montabilité. Et là, on voit ici un montage où la goupille va se permettre de bloquer la rotation, un peu comme une clavette, puisque ici, elle a été positionnée parallèlement à l'axe des cylindres. Donc, on peut voir ici que on a juste une mise en position avec 2 cylindres prépondérants. Et puis ensuite, la goupille bloque à la fois la rotation et la translation.
Donc on fera attention de ne pas utiliser d'épaulement pour mettre en position la poulie par rapport à l'arbre, par exemple, pour éviter des montages hyperstatiques. On peut avoir différentes goupilles, donc des goupilles fendues pour utiliser l'élasticité du matériau. Donc la goupille va se déformer en rentrant dans le perçage grâce à cette fente qui a été usinée. Et donc avec l'élasticité du matériau, ça va augmenter le frottement entre la goupille et les pièces. Autrement, on peut utiliser des goupilles coniques, donc pour utiliser l'adhérence, encore une fois. Des goupilles cavaliers, donc avec cette partie-ci qui va rentrer dans le perçage et cette partie-ci qui va rester à l'extérieur de l'assemblage pour venir coincer la goupille. On peut encore utiliser ce que l'on appelle des anneaux élastiques, plus communément utilisés Circlips du nom d'une marque. Donc avec différentes formes. Donc ici un anneau élastique qui va se monter radialement. Donc on utilise une gorge dans l'arbre et on vient clipser l'anneau élastique en le montant radialement. Donc il se déforme élastiquement et vient reprendre sa forme dans la gorge. Ça permet de réaliser un arrêt en translation. On remarque que l'on dessine un anneau élastique en coupe noirci d'un côté et non noirci de l'autre, puisque on considère que le plan de coupe est dans le plan de symétrie, et donc dans cette partie-ci, on voit cette face-là, mais qui n'est pas coupée, donc qui ne doit pas être hachurée, et donc pas noirci. Ici, on a des circlips qui se montent axialement, donc à l'aide de pinces qui viennent se mettre dans les deux petits perçages là, on écarte l'anneau élastique et on le monte axialement sur l'arbre. Ici, on a un circlips qui va se monter dans un alésage, donc avec une pince qui ressemble à la pince précédente. On vient non pas écarter l'anneau élastique, mais le resserrer pour diminuer son diamètre extérieur. Pour pouvoir l'enfiler dans l'alésage, il va reprendre sa forme dans la gorge. Donc après avoir vu les liaisons démontables, on va s'intéresser maintenant aux liaisons indémontables, avec tout d'abord la solution de l'utilisation de soudage. Donc on va assembler les deux pièces en faisant fondre leurs deux matières et donc en laissant la matière se refroidir. On peut utiliser ensuite des rivets. L'idée est de percer les deux pièces qui seront généralement des tôles ou des pièces assez fines et de venir insérer une pièce, donc un rivet qui sera généralement cylindrique avec une tête, donc cylindrique avec une tête, et puis ensuite en venant déformer la partie qui va dépasser, on vient réaliser le maintien en position. On peut ensuite utiliser de la colle au niveau des surfaces de contact ou ce que l'on appelle du frettage. Donc cela se fait généralement sur des surfaces cylindriques et on va réaliser ce que l'on appelle un serrage radial en utilisant un arbre qui va être de diamètre supérieur à l'alésage. Donc ici on monte serré ce qu'on appelle un coussinet qui est à base d'alliage de cuivre, donc en bronze généralement, et donc le diamètre extérieur ici du coussinet va être légèrement supérieur au diamètre intérieur de l'alésage. Alors on peut le voir ici avec la cotation H7P6. Donc quand on voit un assemblage H7P6, on sait que il va devoir être monté en force, le P faisant penser au mot presse. Pour pouvoir monter de tels assemblages, parfois on va venir chauffer l'alésage pour augmenter son diamètre, refroidir la partie mâle, donc par exemple ici le coussinet, pour pouvoir contracter la matière et donc diminuer le diamètre, assembler ainsi ces deux pièces, et puis lorsqu'elles vont reprendre la même température ambiante, l'arbre va regrossir, l'alésage va rediminuer en diamètre, et donc on aura un assemblage serré. On peut utiliser ensuite du sertissage, ce qui est utilisé pour des pièces de tôle. Donc on vient replier les tôles les unes sur les autres. C'est communément utilisé
pour refermer les boîtes de conserve, par exemple. Voilà pour l'ensemble des solutions non exhaustives de maintien en position.